Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. Nous sommes le mercredi, nous sommes le 25 septembre 2019. Nous démarrons l'émission de ce matin avec quelques indications liées à la marche de cette République avec la région de l'Ouest et le département de la MIFI. Il faut dire qu'il y a une note qui circule depuis hier du délégué régional des enseignements secondaires de la région de l'Ouest. Note adressée à Madame le délégué départemental des enseignements secondaires pour la MIFI, mais également à Monsieur les secrétaires à l'éducation de catholiques, protestantes, islamiques et laïques, et également à Monsieur les chefs d'établissements publics et privé du département de la MIFI. Alors, qu'est-ce qui est dit en gros? En gros, il s'agit de cette 26e édition de la Journée mondiale des enseignants qui va se célébrer, comme vous le savez, au Cameroun, comme on le fait chaque année, le 5 octobre prochain. Et donc, il y aura un défilé le samedi 5 octobre à Bafoussam et les enseignants seront appelés à défiler. Et le délégué régional demande à ce beau monde que l'on devrait lors de ce défilé-là, pour rehausser l'éclat de l'événement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faudra défiler avec l'effigie du chef de l'État. Les enseignants doivent donc défiler avec l'effigie du chef de l'État. Culte de la personnalité ou normalité républicaine? On se pose la question ce matin, madame, monsieur, pour que nous ayons évidemment la substantifique morale de ce qu'on doit retenir de cette marche de la République aujourd'hui, avec cette injonction donnée par le délégué régional des enseignements secondaires de la région de l'Ouest. Donc, chaque établissement aura en tête de son carré et par ordre un drapeau du Cameroun, une effigie du chef de l'État et une plaque d'identification de l'établissement. Voilà. Est-ce pour vous normal de faire ça? La question, on vous la pose ce matin parce que ça rentre dans ce que le Cameroun devrait engager. Depuis hier également, il y a comme une manifestation de joie parce que le MINTP, c'est le ministère des Travaux Publics, qui a lancé un appel à manifestation pour une usine de fabrication du bitume au Cameroun. Désormais, nous aurons le bitume camerounais. On nous annonce au ministère des Travaux Publics avec cet appel à manifestation pour la construction d'une usine de fabrication du bitume au Cameroun. Donc, on va voir comment tout cela se goupille lorsqu'on sait que le Cameroun reste un pays qui est assez en retard sur cette question prégnante, madame, messieurs. Donc, bonjour à vous. Merci de nous retrouver sur Equinox. On va démarrer le programme ce matin avec les protagonistes au quotidien. D'abord, vous, monsieur Batchou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Nego. Bonjour à tous les téléspectateurs et un bonjour tout à fait particulier au chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Alors où les populations du Nord se retrouvent à dire qu'elles ne se reconnaissent pas à travers cette élite qui parle son nom en lieu et place d'elle, cette élite installée à Yaoundé, on apprend que le délégué du gouvernement de la communauté urbaine de Yaoundé, Timi Evuna, va décaisser 400 millions de francs CFA. 400 millions de francs CFA pour réhabiliter 28 feux tricolores. Rien que pour le grand dialogue national. Bravo. Réhabiliter 28 feux tricolores à hauteur de 400 millions de francs CFA. Quel est le rapport avec le dialogue national? C'est la question. Quel est le rapport? Pour le grand dialogue national. Ah bon? Il a dit qu'il faut réhabiliter pour le grand dialogue national. Non mais, arrêtons un peu. Tout le monde trouve des occasions, des parades, des prétextes pour décaisser de l'argent en vue de ce grand dialogue national. J'aimerais quand même rappeler que Camerco aussi souhaite en profiter. Camerco a lancé une opération qui viserait donc à accompagner toutes les délégations qui quitteront des régions. Et ces délégations doivent déjà se signaler à Camerco pour qu'on voit dans quelle mesure à Camerco faire des lignes pour les amener à Yaoundé pour le grand dialogue national. C'est une entreprise qui viendra d'ailleurs pour la réhabilitation, monsieur Eric.
Fopussi. Oui, d'accord, très bien. Madame, Monsieur, on va également accueillir sur ce plateau ce matin, vous, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopussi, bonjour aux téléspectateurs. À l'heure où tous les étudiants des différentes universités d'État du Cameroun sont en pleine période de préinscription à l'université de Douala, ça rechigne, ça trouble même parfois. Ils sont obligés de se lever à 1h pour pouvoir arriver à 2h, 2h30 et se mettre en rang. Même quand vous arrivez à cette heure-là, vous n'êtes pas sûr d'être le premier. Et lorsque les caissières de la banque partenaire arrivent le matin à 8h, vous n'êtes même pas sûr d'être servi parce que tellement le rang, il est long. Comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Comment est-ce que le recteur de cette université entreprend pour résoudre ce problème? Parce que ce problème, il dure depuis plusieurs années déjà. Encore que c'est quand même terrible, ce qui se passe, c'est que ces personnes ont décidé de ne servir que 100 personnes par jour. D'où vient-il qu'on impose ce type de quota? Qu'est-ce qu'ils vont faire après 100 personnes par jour? On devrait accorder la priorité à ces enfants-là qui toquent aux portes de l'enseignement supérieur pour les aider à s'en sortir. Il n'est pas possible que des gens aient gagné des marchés et n'arrivent pas à respecter le cahier de charge. Mais où allons-nous dans ce pays? On a jeté la honte aux chiens. Les gens n'ont plus honte. Chacun à son niveau devient un petit chef, un petit caïd qui impose ses règles. Et si vous souffrez, c'est votre problème. Ils n'en ont rien à cirer. Ils s'en foutent de vos souffrances. Que vous vous réveillez à 1h du matin, c'est votre problème. Et pour ne servir que 100 personnes par jour. Lorsque le quota de 100 personnes est atteint, on vous dit que plus personne, on ne reçoit plus personne. Non mais attention. Mais je veux dire, monsieur le recteur, écoutez le cri des Camerounais, des enfants camerounais. Monsieur le ministre d'État, écoutez le cri, les souffrances des Camerounais. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment les gens peuvent installer de telles règles dans une université alors que les enfants veulent aller à l'école? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays, monsieur le recteur Magua Ondoa, qui vient d'arriver? Mais il est temps de siffler la fin de la récréation. Il est temps d'arrêter ça. Les gens s'amusent dans ce pays. Des enfants se lèvent à 1h, 2h pour aller se préinscrire. Mais doivent rentrer bredouille le soir parce que vous avez des caissiers qui vous disent « Nous, on sert 100 personnes, on ne sert plus personne. » Voilà. On va également vous inviter, madame, monsieur, à nous retrouver à 11h08 pour la revue des réseaux sociaux ce matin avec vous, Karine Sontia. Également sur le plateau ce matin, vous, Baron Bengal, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Comme tout le monde veut participer au dialogue national, mais je voudrais qu'on invite 3 institutions spécialement. L'Agence de régulation du secteur de l'électricité, la Société de transport de cette électricité et Eneo. Parce que là c'est grave. En dehors des coupures, on parlait de délestage, coupures, effondrement de réseau, un problème technique. Bamenda, tout le nord-ouest risque d'être sans électricité. Mais pour le moment, c'est d'abord Bamenda. C'est très grave. Il faudrait que Neo et toutes ces entreprises-là viennent nous expliquer au dialogue national ce qui se passe. Merci. C'est quand même intéressant de voir que ce dialogue national va devenir un fourre-tout. Oui, tout alors, à fait. Le premier indicateur, ça veut dire que nous avons un gouvernement qui est censé s'occuper des problèmes du Cameroun, un gouvernement qui n'a pas fait qui visiblement n'a pas résolu ce problème, et donc la dernière chance, c'est le dialogue national. Donc, on va dire que dans ce pays, désormais, pour résoudre les problèmes des Camerounais, on doit convoquer chaque fois un grand dialogue national pour résoudre tous les problèmes des Camerounais. Oui, tout à fait. Puis on appelle les bayams. Lorsque les femmes préparent mal les beignets haricots, il faut convoquer un dialogue national. Malheureusement. Voilà. Malheureusement. Vous voyez où nous en sommes. Je rappelle que d'abord, c'est important de signaler que grâce à ce grand dialogue national, les Centrafricains, eux aussi, s'y mettent. Et ils demandent aussi que dans leur pays soit organisé un grand dialogue national pour régler leurs problèmes. Parce que vous savez que la Centrafrique aujourd'hui est terrassée par des groupes armés. Il y a eu un accord de paix qui a été signé. Il y a un monsieur comme Karim Mekassoa qui est aujourd'hui mis sur la touche et qui lui également peut contribuer au retour
de la paix dans ce pays qu'est la Centrafrique, un pays frère du Cameroun, qui observe avec un peu de jalousie, hein, un peu d'envie ce qui se passe au Cameroun. Mais on a envie de leur dire que c'est pas trop ça aussi chez nous ici. Hein. Non, il faut dire que c'est le Cameroun qui donne souvent le ton. Hein. Que ce soit avec les villes mortes en Cameroun, les autres pays ont puisé chez nous, que ce soit avec les conférences nationales souveraines. Le mot est parti de chez nous, mais nous, on n'a pas tenu. C'est le Bénin qui a commencé. Donc, non, parce que, avec dialogue national. Parce que ce qui s'est passé en Centrafrique, c'est encore plus grave. Oui. L'an dernier, un groupe de députés ont décidé de destituer Abdelkarim Mekassoua de la présidence de l'Assemblée nationale du pays. On a destitué un président d'une Assemblée nationale. Ça a créé une crise sans précédent. Aujourd'hui, les Centrafricains demandent, et vous savez que actuellement il y a le nord musulman et le sud chrétien, il y a ces batailles anti-Balaka, ex-Seleka qui se passent. Donc eux aussi, ils veulent un dialogue là-bas chez eux. Donc si le Cameroun peut servir aussi d'exemple pour eux, tant mieux. Voilà. Alors madame, monsieur, démarrons l'émission de ce matin avec la première articulation. Voici l'histoire du jour. Dominique Audrey Oyengelek, tout en orange, va nous retrouver ce matin. Bonjour et bienvenue, madame. Bonjour, monsieur Fopoussi. Avant de commencer avec l'histoire de ce matin, je vais m'adresser aux personnes qui pensent que lorsqu'on raconte une histoire ici, c'est pour s'amuser. Si vous envoyez une histoire à travers un faux compte et que vous pensez que vous allez escroquer les gens, je suis désolée, ça ne passera pas par moi. Donc la personne se reconnaîtra. Il s'agit de la prétendue veuve. En tout cas, c'est une personne, c'est un jeune homme. Depuis ce matin, 8 heures, je n'arrive pas à calmer Dominique Audrey. Non. Elle est dans tous ses états. Parce que elle n'aime pas le faux. Si quelqu'un prend sur lui d'aider une autre personne et que la personne se rend compte après que c'était une arnaque, ça jette, c'est le gros conditionnement sur nous. Sur l'émission. Donc, rassurez-vous, moi je vais toujours fouiller. Toujours fouiller. Voilà. Alors, non, il faut dire que l'histoire de cette dame veuve qui a fait un prêt et qui souffrait de ce que le prêt n'a pas été remboursé et de ce que d'abord elle a été mise en cellule. Et elle a des enfants qui vont à l'école, elle n'a pas de problème, elle a des problèmes avec son fonds de commerce. Il y a un Camerounais, un bienfaiteur Camerounais qui a écouté l'émission des États-Unis, qui s'est proposé de rembourser cet argent-là, les 150 000 en question à cette veuve pour qu'elle puisse se refaire son fonds de commerce. Mais sauf que, résultat des courses, il s'agit d'un faux compte, d'un garçon. Hein. D'un garçon. Ce n'est même pas une femme qui a décroché au téléphone, c'est un garçon qui a décroché au téléphone. Donc c'est une histoire folle. Et on va dire que jamais cette émission ne va être la tribune de ces fossoyeurs qui croient qu'ils peuvent venir nous soumettre des problèmes et espérer que les Camerounais, des étrangers puissent les aider à travers la NAC. Donc, voilà. Alors, mise au point, assurée. C'est bon, ça va. Vous êtes libérés. Oui, c'est bon maintenant. On passe à autre chose. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est l'histoire de 6 frères qui ont décidé de s'asseoir et de programmer, de projeter la mort, l'enterrement de leur frère et de se partager les biens. L'histoire remonte à il y a longtemps. Attends, la mort d'abord et l'enterrement et le partage des biens. D'accord. Voilà. Donc, c'est une fratrie de 7 frères dont Emmanuel est l'aîné. Emmanuel est devenu administrateur des biens de leurs parents à la mort de ceux-ci. Il venait de terminer sa formation. Il est ingénieur, Il était ingénieur, voilà. Il était ingénieur à cette époque-là, l'année où leurs parents sont morts. Donc, puisque ses petits frères étaient encore très jeunes mineurs, il a dû administrer les biens, s'occuper de écoles et autres. Les enfants ont grandi aujourd'hui et se sont dit, certains travaillent et d'autres pas encore. On est tous en location, donc il faudrait penser à donner à chacun ce qui lui revient pour que chacun se débrouille. Sauf que leur frère Emmanuel a passé le temps à les jongler. Et après enquête, ils se sont rendus compte que leur frère a vendu une partie des biens de leurs parents. Ça a suscité la colère. Ils se sont fâchés. Ce n'est pas possible que tu fasses ce genre de choses. Mais maintenant, puisque c'est fait, maintenant, donne-nous sur ce qui reste le peu qu'on peut avoir. Emmanuel est resté campé sur ses positions. Il ne veut rien donner à personne. Ses frères dont
ont décidé, les 6 autres ont décidé d'un commun accord de rentrer au village, parler aux ancêtres. Et ils ont dit que lorsque celui-là mourra, ils vont se partager les biens. L'histoire nous est rapportée par l'une des sœurs qui n'est pas d'accord. C'est vrai que Emmanuel s'est mal comporté, mais maintenant projeter ou bien aller parler aux ancêtres et que celui-ci meurt, elle n'est pas très pour. Donc elle a besoin de conseils. Comment faire pour que leur frère aîné retrouve la raison et comment faire pour calmer leur frère, parce que c'est ce week-end qu'ils ont prévu de faire la descente au village. Voilà. Alors, c'est important parce qu'il y a beaucoup de familles, notamment à Douala, qui ont rapidement pris des mesures coercitives et même persuasives et dissuasives sur ce type de problème. Vous voyez sur les maisons écrites, maisons familiales pas à vendre, attention, danger de mort. Donc, vous voyez, donc il y a ces écrits qui sont faits pour dissuader toute personne qui tenterait de s'accaparer les biens de la famille pour les vendre. Alors, Bengan, quel est votre regard sur l'histoire de ce matin? D'abord, ça nous renvoie au problème typiquement anthropologique des nationalités que nous avons. Je pense que là, ça concerne nos compatriotes de l'Ouest. Et puis, première chose, les enfants, les 6 qui, j'allais dire, parce que vous avez parlé tout à l'heure de programmation de la mort. Bon, oui. C'est pour ça que j'ai posé la question. J'ai tiqué. Non, ça ne se passe pas comme ça, généralement. Ça ne se passe pas comme ça. L'aîné, apparemment, parce que vous pouvez avoir un frère, un grand frère, dont les petits peuvent le considérer comme un papa, parce qu'il peut vous mettre au monde au regard de l'écart d'âge qu'il y a entre vous. Et d'abord, il faut condamner leur type de comportement. C'est pas comme ça que ça se fait. Parce qu'à l'Ouest, notamment, si il est difficile pour eux, les 6 membres, de se rapprocher de celui qui est considéré comme le père de famille. Je parle en dehors de l'administration des biens, parce que là, il doit avoir un chef de famille. À défaut de le rencontrer, vous allez à la chefferie. Voilà, s'il te plaît, Père Bombok, j'avais oublié un détail. Emmanuel n'a été désigné que comme administrateur, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a réussi à s'imposer comme étant l'héritier, le successeur du père. Donc, il a, comme qui dirait, acheté ce titre-là. Voilà, comme successeur, je ne pense pas qu'on peut lui donner le titre de successeur sans les funérailles de son père. Et d'un de deux, ça veut dire qu'il y a eu manipulation au niveau de la chefferie. Si ça a été acté, ou alors il s'est dit seulement successeur, mais parce que c'est difficile que l'aîné soit le successeur. C'est vraiment difficile. C'est des cas, j'allais dire, exceptionnels. On ne trouve pas ça régulièrement. Peut-être les autres sont morts, ils sont dans des situations, j'allais dire, psychologiques. Ils sont malades sur le plan psychologique, sont, comme on peut dire, sont peut-être des fous. Mais voilà, mais c'est vraiment des cas rares, rarissimes même. Non, je dis pour ce cas précis, étant entendu que leur frère aîné s'est occupé d'eux, sûrement il a fait des entorses. Il ne les réunissait pas pour leur dire que mes moyens personnels ne suffisent pas. Les biens que papa a laissés, je vais les vendre pour votre scolarité, votre instruction, ainsi de suite. Mais il peut l'avoir fait sans informer la famille. Mais si c'est ça qu'il a fait, j'allais dire, il faudrait qu'il s'explique. Deuxième chose, s'il a procédé comme laisse entendre l'histoire, pas de tripatouillage en se disant c'est moi le patron, personne ne peut rien, là ça devient grave, c'est un problème très sérieux. Et allez parler sur les tombes, qui les accompagne, parce que le tout n'est pas de venir sur la tombe de papa et de commencer à dire des choses. Il y a une manière d'y aller, cette manière je ne vais pas la décliner ici. Donc, je ne vais pas la décliner ici, mais même pour aller à une maison d'écran, nous procéder à des rituels. C'est quelqu'un qui vous accompagne faire ces rituels-là. Mais si vous y allez faire ces rituels justement avec en votre esprit que vous allez tuer le frère aîné, ce n'est pas comme ça. Nos parents, nos grands-parents qui nous ont précédés, ils n'agissent pas comme ça. Il faut poser le problème, vous posez le problème et vous attendez la solution avec celui qui vous accompagne. Mais je les conseille d'abord de se référer, faire un procès verbal. Ils sont 6, la famille, procès verbal, de se référer au chef de famille, à la chefferie. Maintenant, d'où les autres pratiques, parce que ça risque aussi, parce que s'ils arrivaient donc à procéder comme ça et à tuer les frères, ils ne resteront jamais en paix. Parce que ses propres enfants, parce que ce sera une famille disloquée, les propres enfants du frère aîné
qui sûrement peuvent avoir le même âge que eux, ils vont commencer à dire c'est papa, c'est papa, c'est papa, et ça va donc chambouler tout entre eux qui sont considérés comme les frères de leur père, et entre la richesse, où il sera la ligne de démarcation entre ce que leur père a produit et ce que leur grand-père a laissé. Donc c'est très compliqué. Il faut vraiment un conseil de famille dans le cadre large. D'accord. Alors, Chalamel, quelles sont vos prescriptions? Alors, M. Eric Fopoussi, je vais peut-être rentrer plus bas en disant que je suis d'accord avec leur point de vue. Pourquoi je suis d'accord? M. Eric Fopoussi, lorsqu'on délègue le pouvoir, et Mbambok le sait, lorsqu'on tombe en disant à partir d'aujourd'hui, c'est à toi qu'on confie la mission de continuer ce que tes parents ont arrêté. On entoure cela d'un ensemble de mesures, de conseils, de règles et d'interdits. Ce que tu prends là, tu ne dois plus désormais dormir avec femme. Ce que tu prends là, tu ne dois plus désormais consommer alcool, ceci, tout ce qui va t'amener vers la débauche. Tu dois avoir un esprit. Il y a un ensemble de choses qui sont déclinées, et je pense, je parle là sous le contrôle de Bobok, déclinées qui t'empêcheront de poser un ensemble d'actes. À côté de cette désignation, de cette délégation, il y a ce qu'on appelle un tuteur, comparable à l'igname, le tuteur de l'igname, du poivre et tout. Il y a quelqu'un sur qui, dans la famille, tu dois t'appuyer avant de prendre un ensemble d'actes. Est-ce que donc, ce jeune a respecté celui-là? Monsieur il faut, si vous ne pouvez pas aller vendre un terrain sans témoin. À cette époque, quand j'essaie de suivre l'histoire, à l'époque, c'était les frères qui étaient généralement les témoins. Les frères de la famille, les oncles, qui étaient les témoins des parents. Accompagne-moi, acheter le terrain, on va en payer. Qui est ton témoin? Il met le frère, il met la soeur. Oui. Comment a-t-il réussi à aller vendre ce terrain sans avoir l'appui des frères de son père? Ça suppose que les gars ont tissé une cabale à l'encontre de leurs propres frères, de ses propres frères. Voilà. Ils s'est associés, ils ont créé le syndicat du crime pour finir avec les petits frères. Association de malfaiteurs. De malfaiteurs. Allons-nous savoir s'il a payé les études pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Allons savoir. On connaît ces gens qui peuvent payer une année, après Dieu laisse débrouille-toi. Qui peut payer 2, 3 ans, mais il ne vous nourrit pas. Est-ce que ça a toujours été ça? Je crois qu'aujourd'hui, si ils ont pris la décision d'aller, M. Eric Fopoussi, c'est parce que pendant longtemps, ils ont demandé. Rends-nous compte de la gestion des affaires de papa, de nos parents. Rends-nous compte comment est-ce que tu as géré les biens de papa. Il est temps qu'on s'asseye. Mais attendez, quand un individu a 40 ans, vous pensez que vous allez encore le dresser? Vous pensez que quand un individu a ses 50 ans, vous allez encore venir lui dire que non, on ne peut pas partager les biens de papa ou les biens de maman? Non! À cet âge, il est en train de se faire une famille. À cet âge, il peut ne même pas avoir réussi. Ils peuvent être tous en location. Les gars veulent se construire une vie. C'est les biens de leurs parents aussi. Alors, voilà un individu qui dit non, ce n'est pas le moment. Soit parce qu'il les voit encore tout petits, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont des barbes blanches. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont des femmes, ils ont des enfants. Soit il a tout vendu. Et il n'a laissé que la partie, l'arbre qui cache la forêt, M. Eric Fopoussi. Voilà donc des enfants qui ont investigué et qui ont dit, attention, notre frère nous a utilisés. Lorsqu'ils vont voir le frère, il dit, impossible, impossible, impossible. Certainement, ils sont allés rencontrer même ses membres de la famille. Déjà, il nous a dit qu'il a payé les membres de la famille. Donc, voilà son syndicat de crime qui dit que non, vraiment, c'est votre grand frère. Même s'il dit n'importe quoi, il est comme votre père. Laissez supporter. Ah, c'est Dieu qui va le payer. Alors que l'individu qui est en train de vous dire que Dieu va le payer, c'est lui qui a mangé jusqu'à tel les doigts, qui est en train de vous... Voilà. Voilà ce qu'on vit aujourd'hui en Afrique, où le serment, la règle du serment, je prends l'engagement, et on le voit généralement, ça c'est important de le préciser, lorsqu'on va enterrer certaines personnes. Vous arrivez au lieu du deuil, on dit faites les témoignages, chacun fait les témoignages, vous voyez quelqu'un qui arrive et dit, là où tu es couché là, je prends sur moi, et jusqu'à la fin, jusqu'à la mesure de mes possibilités, de m'occuper de tous tes enfants. Vous voyez les gens applaudir au deuil.
Après, ils abandonnent. Quand le gars se tourne, il parle, l'enfant appelle que papa, on n'a pas mangé. Tu appelles que tu crois que je n'ai pas mes problèmes? Je disais ça seulement pour vous encourager. C'était le deuil. Il raccroche le téléphone. Oh, vous avez pris des engagements. Vous avez des gens qui arrivent devant la tombe et qui disent que papa, comme tu es mort, tu m'as laissé. Aujourd'hui, je prends mes petits frères en charge. Il abandonne les petits frères quelques jours après. Ça aussi, il faudrait que il attire, qu'ils attirent l'attention des gens en disant ces serments et ces engagements que vous prenez là vont vous suivre toute votre vie. C'est la raison pour laquelle je termine par là en disant qu'ils aillent, qu'ils parlent. Monsieur, il faut possible. Rien ne peut vous arriver s'ils n'ont été d'accord. Hein? On a vu des gens qui sont partis conjurer la mort. Aller conjurer, appeler, faire tous les rituels de la mort à travers le rituel du bouc, monsieur, il faut possible, où on monte, soit le bouc explose, soit on l'enterre vivant, soit à votre lieu. Oui, à votre lieu de place, ça rate, c'est vous que ça prend, oui. Parce que les ancêtres n'ont pas été d'accord. Donc j'estime, monsieur, il faut possible, que si c'est le seul moyen qu'il faudrait, à travers lequel ils devraient passer pour restituer, parce que leurs frères décidément sont opposés, je ne pense pas qu'ils ont attaqué la justice. Alors, risque et péril. Voilà. Alors, risque et péril. Non, moi, je ne suis même pas pour la justice. Bon. La justice n'était pas régler les problèmes de famille. Non, comment ça? Au moins, le jugement d'hérédité n'a pas été fait. On peut au moins le faire et savoir effectivement ce qu'on partage à tout le monde et comment tout cela va se passer. Parce que je pense que au-delà de l'aspect traditionnel, il y a également un problème de moyens d'argent, de biens matériels que ce monsieur s'est accaparé. Il s'est accaparé de biens de ses parents et il ne partage pas avec les autres. Donc la justice au moins va tabler pour ça. Je rappelle qu'en justice, lorsque quelqu'un meurt, ses biens sont partagés de part égale à tous ses ayants droit, dont ses enfants. Donc, oui, mais généralement, ça met long. Très long. Jusqu'à la Cour suprême. Au moins qu'on liquide cette succession. Alors, on va, sur le plan juridique, bien sûr, sur le plan légal, et ça pourra, on pourra, pourquoi pas, justement, annuler tous les actes que celui-ci aura. Le grand frère peut tout acheter. On pourra annuler tous les actes justement de ce grand frère. Le grand frère peut tout acheter. Alors, on va prendre votre avis, Karine. Allez-y, prenez la parole, Karine. Lorsque j'ai écouté cette histoire, à un moment donné, je pense que Dominique nous a dit que les enfants ont entamé des procédures et il a payé. Il a donné de l'argent pour annuler les procédures. Donc, c'est quelqu'un qui sait où toquer pour avoir ce qu'il veut, ce grand frère-là. Ce qui me dérange dans ce sens-là, c'est le niveau d'incrédulité dont il fait preuve. Parce qu'aujourd'hui, même la pitié, il n'a pas pour ses petits frères, ceux qui ne travaillent pas. Ou encore, il n'a même pas de remords par rapport au bien de son papa. Il n'est pas sensible. C'est-à-dire qu'il est comme quelqu'un qui n'a plus de veine, qui n'a plus de cœur, sur qui le sang ne coule pas. Parce que tu ne peux pas voir tes petits frères jusqu'à 6 et petites sœurs, et tu les vois trimer et tu ne dis rien. Je ne pense pas que ça existe. Moi, je connais quelqu'un qui avait fait ça. Dès que ses petits frères ont eu le bac chacun, il vous envoyait à l'étranger, il se débarrassait de vous parce qu'il avait déjà vendu tous les biens. Moi, je connais quelqu'un comme ça. Donc, il était administrateur des biens. Et à chaque fois que quelqu'un avait le bac, il vous envoie à l'étranger. Donc, vous oubliez même les biens que papa avait laissés. Parce que de l'autre côté, vous allez forcément vous battre aussi. Et vous allez oublier qu'il y a beaucoup de biens qu'il gère. Par rapport à cette histoire, vous voyez que même lui, il est mauvais parce qu'il n'a jamais situé ses petits frères. Même avec cet argent, payer l'école à un enfant, ça ne suffit pas. Si vous avez de l'argent pour le situer, situez-le normalement. Il y a des situations, vous pouvez même ouvrir une structure pour votre frère, faire ceci pour votre soeur, pour qu'elle ne puisse pas vous en demander tout le temps. Là, maintenant, elle demande parce qu'elle en a besoin. Elle se sent dans le besoin. C'est pas comme si elle est restée là et dit, ah, il a trop d'argent, il faut que je prenne ma part. Je ne pense pas que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit des gens qui souffrent, qui sont dans le besoin et qui ont besoin que leur frère les cite. Mais il vous dit vraiment il n'y a rien à voir, circuler, l'argent ça m'appartient. D'abord, si vous partez n'importe où, j'ai la capacité de tout payer. Si vous allez n'importe où, vous ne pouvez rien me faire. Et c'est de ça qu'il est question. Et moi j'accuse aussi ces oncles et ces tantes dans nos familles qui pensent faire du bien dans les familles de leurs frères décédés, mais qui finissent par les détruire. Ça c'est une grosse jalousie. D'accord. En tout cas, il y a quelque chose qui est assez fort, hein, et c'est peut-être où je suis totalement opposé, mais alors
fermement opposé à ces personnes qui ne pensent qu'au bien de leurs parents. Moi, je suis totalement opposé à cette façon de penser. En réalité, ce qui est bien pour un homme, et je le dis comme ça pour que ceux qui nous regardent comprennent cela, ce qui est bien pour un homme, c'est que son œuvre soit pérennisée. Que son œuvre soit pérennisée et pas gaspillée. Donc, en réalité, lorsqu'on parle de succession, lorsqu'on parle d'héritage, l'héritage qu'on reçoit doit être pour fructifier, pour en faire quelque chose de plus grand, doubler, quadrupler. Mais les gens sont dans un pays dans la jouissance. Ça veut dire que lorsque vous allez travailler de manière folle dans votre vie, au soir de votre vie, vous laissez des biens. Ceux qui viennent après vous n'ont qu'une seule chose en tête, c'est de pouvoir consommer, de jouir. On est dans une jouissance perpétuelle qu'on a imposée aux gens. Et moi, ça me pose problème parce que au final, on voit des grandes firmes européennes, des noms d'entreprises. On vous dit que celui-ci, il est mort en telle année, mais depuis au moins 2 siècles et demi, son nom, son produit, lui a survécu parce que les enfants ont pris le relais et ont multiplié, ont fait plus que ce que eux ils avaient fait. Alors il faut qu'on apprenne dans ce pays à avoir ce type d'idée d'enfants qui justement pensent à pérenniser le nom de papa et pas justement à jouir comme on voit. Oui, Chala, vous voulez prendre la parole? Oui, monsieur Eric Fopoussi, il y a des parents qui n'ont appris qu'une seule chose à leur enfant, aller à l'école, ne faire que l'école, ne se défendre qu'à travers l'école. Il y a d'autres qui ont enseigné à leurs enfants la culture des affaires, oui, du business. Voilà ce type de famille où un parent sait que, ok, j'ai une agence de voyage, alors pour que mon entreprise ne meure pas, il faut que je commence à préparer. Il y a un enfant que je forme dans la connaissance des boulons, des pièces détachées, on l'envoie faire des études là-dessus, il maîtrise tout. Il y a un enfant que j'envoie faire management, il va faire uniquement sur le management, la gestion du personnel. Il y a un enfant que j'envoie former en comptabilité, il ne travaille que sur la comptabilité. Il y a un enfant que j'envoie former dans le domaine de la fiscalité. Bref, voilà des parents, c'est le parent qui pense. Ce n'est pas les enfants, monsieur Eric Fopoussi. Si vous avez éduqué vos enfants à n'être que des consommateurs, tous les jours on charge les saucissons au frigo, les yaourts, tout l'enfant bouffe, il bouffe à longueur de journée, on met les véhicules à la disposition de l'enfant, et c'est ça. Regardez les anciens ministres, de l'époque d'Aïdio, et même les premiers de l'ère du gouvernement Paul Biya, vous allez vous rendre compte que tous ces enfants-là aujourd'hui ne valent rien. Vous vous rappelez encore il n'y a pas longtemps, on regardait les images d'un fils, de quelqu'un qui était fortement craint dans ce pays, oui, qui allait discuter à la maison de son père avec sa sœur. Allez donc savoir quelle éducation. N'accusez pas les enfants, accusez les parents qui n'auront pas su inculquer des bonnes valeurs. Allez ici au lycée de... Enfin, là, quoi? J'ai pas envie de citer le nom. Regardez les enfants qui descendent des véhicules. Regardez le style de véhicule là où l'enfant descend tous les jours. Regardez les chaussures que l'enfant a au pied. Regardez le sac de classe que l'enfant a au pied. Regardez le téléphone que l'enfant a au pied. Et quand vous posez la montre, merci beaucoup. Et sentez le corps de l'enfant. Il n'utilise pas n'importe quel type de parfum. Oui, donnez tout à votre enfant. Mais un enfant qui commence à utiliser des parfums de 160 000 tout petits, un enfant qui commence à porter des chaussures de 200 000 tout petits, un enfant qui utilise des sacs de 60 000 tout petits, vous pensez que quand il aura 50 ans ou quand il aura 20 ans, il va utiliser les mêmes sacs de 150 000, il va vouloir aller plus loin. Ça sera le vol, le braquage, la drogue pour rêver, tout ce que vous voulez. Et vendre tout ce que vous avez laissé. J'ai voulu éviter. Et liquider, non, puisque si c'est ça, la conséquence, c'est de liquider tout ce que vous avez laissé et votre nom va s'effacer complètement sur terre. C'est ça le problème. Alors vous allez travailler dur pour ça. Allez-y, Dominique Audrey. Oui. Moi, je vais m'adresser aux 6 autres frères. Vos parents ont fait leur vie. Vos parents ont construit et constitué leurs biens. Mais maintenant, vous donnez l'impression que vous avez grandi dans la logique de dès qu'on est grand, ce que papa a cherché, on se partage. Non, ça a donc servi à quoi que vous alliez à l'école. Et ceux parmi vous qui travaillent, vous travaillez pour quoi? Construisez votre vie. Je crois que c'est l'occasion de dire aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent, que la vie, on la construit soi. On ne vit pas par rapport à ce que nos parents ont. Si c'est ça, c'est que beaucoup d'enfants ne feront rien, ne seront rien, parce que peu de parents ont des terres, peu de parents ont des maisons. Chacun doit pouvoir construire son avenir. Oubliez que vos parents ont fait quelque chose. Commencez à vous chercher, chacun pour soi-même. L'héritage de son parent, pour moi,
ton parent ne peut te donner pour héritage que l'éducation, que les valeurs qu'il vous a inculquées en grandissant. C'est ça pour moi l'héritage. Parce que le matériel, la maison, elle peut s'écrouler. On peut la casser, elle peut brûler. Donc, ah non, monsieur Mathieu. On reconstruit. Donc, oubliez ça, oubliez ça. L'héritage, la plus belle chose, la meilleure chose qu'un parent puisse donner à son enfant, c'est l'éducation et les valeurs. Mais malheureusement, lorsque la connerie tombait du ciel, peu de gens avaient des parapluies. Donc, par conséquent, on se retrouve avec des gens comme ça. Lorsque la connerie tombait du ciel, peu de gens avaient des parapluies. Pour se protéger Pour se protéger de la connerie. D'accord. Et voilà. Vous avez été frappé Résultat par la connerie. des courses. On n'a que des cons avec des enfants qui vivent par rapport à ce que leurs parents ont. Mais ce que dit Dominique Audrey est quand même réel. Hein, parce que vous êtes parent, mettez-vous un peu dans l'esprit d'un parent. Vous êtes parent, vous avez un terrain que vous laissez, que vous léguez à vos enfants. Au lieu que ces enfants pensent à comment ils peuvent construire un R+3, un R+4 sur ce terrain-là, leur première idée, c'est de vendre et de se partager l'argent. Mais c'est quand même, c'est extraordinaire. On est dans un pays où les gens sont complètement, c'est extraordinaire. Donc on va s'arrêter là pour l'histoire de ce matin. Lis quelques messages, Karine, si c'est possible avec vous. Il n'y a pas de problème technique aujourd'hui? Non. Voilà, allez-y. Je suis d'accord avec Charamel, il est égoïste et il a déjà eu la vie qu'il voulait et il doit payer pour ça à Bernice depuis leur baba ce matin. D'accord. Alors, la faute est aux parents, il faut préparer l'après eux. Notre message, moi c'est Zieba Alexis du côté de Marois. Un autre message. Je pense que l'administrateur devrait avoir l'esprit de multiplication pour que tout le monde en mange. Fils depuis Douala, qui est écrit ce matin. L'éducation dépasse tout le luxe là. Un autre message. Ça c'est par rapport à le temps perdu. Il ne voulait pas André depuis Ngaoundéré. D'accord. Et qui nous écrit ce matin. Merci beaucoup pour tous ces messages. Madame, monsieur, restez avec nous sur Equinox Télévision. C'est la télévision la plus suivie en ce moment en Afrique centrale. Nous sommes très heureux de vous accompagner chaque jour. Restez avec nous. La suite dans un instant. Je m'interroge ce jour sur la question du trafic des timbres fiscaux dans ce pays. 800 dossiers ont été rejetés en 2018 à divers concours et examens officiels à cause des faux timbres. Vous allez légaliser un document pour un examen précis, pour participer à un concours, vous apprenez que le dossier a été rejeté parce que les timbres apposés étaient faux. Comment comprendre que de faux timbres soient en circulation dans ce pays? Comment comprendre que le phénomène de faux timbres résiste malgré les alertes et sensibilisations du gouvernement? Quelle est l'identité des meneurs de troupes avec des pertes sèches évaluées à 4 milliards de francs CFA? Nombreux sont les victimes qui se recrutent lors de divers concours administratifs avec leurs candidatures qui sont souvent rejetées du fait de faux timbres figurant sur leur dossier. Savez-vous que nombreux sont les dossiers d'examen qui ont été retirés des dossiers d'inscription à des examens officiels à cause de faux timbres? Savez-vous que certains vendeurs de timbres improvisés et autres démarcheurs postés aux alentours des services publics apposent sur les dossiers des candidats de fausses estampilles affichant sur leur face supérieure le montant 0,000 francs CFA au lieu de 1000 francs CFA à titre d'exemple? Comment comprendre que démarcheurs et autorités
administrative marche à la grande surprise de tous, main dans la main. Près des commissariats, ils sont là. Près des sous-préfectures, ils sont là. Près des mairies, ils sont installés. Près des préfectures, on ne les compte plus. Rappel des faits. Fin 2005, le ministre des Finances annonce un manque à gagner dans les caisses du Trésor public dû au trafic de timbres évalué à 13 milliards de francs CFA. Conséquence des faits, une enquête est ouverte, mais malheureusement, elle ne sera jamais bouclée. Savez-vous qu'il existe des usines de fabrication des faux timbres dans certains quartiers, principaux quartiers des villes de ce pays? Savez-vous que ces faussaires d'un autre genre n'y travaillent seulement qu'à partir d'une certaine heure du matin, entre 1h et 2h du matin? Savez-vous que cette affaire-là cache beaucoup de complicité de hauts dignitaires de l'État, des hauts gradés de la police, comme dans l'affaire des CD piratés? On ouvre depuis des enquêtes, on ne les referme jamais. Comment comprendre cette subite rareté des timbres fiscaux dans les points de vente agréés que sont les trésoreries, les recettes des finances, les perceptions, les centres et recettes des impôts, les régies de recettes des timbres placés auprès de certaines administrations et les bureaux de poste? Incroyable, me direz-vous. Comment comprendre le fait pour certains responsables de s'asseoir sur le maintien des primes de vente aux agents, soit 5 francs CFA à chaque agent pour 100 francs de timbres vendus, par exemple? Comment comprendre l'insuffisance du nombre de machines à timbrer permettant d'augmenter ou d'aggraver le risque de falsification, la diminution du coût d'impression et une comptabilité au jour le jour? On se retrouve là dans une sorte de mythe de Sisyphe où chacun cherche comment sortir après avoir bourré les poches. Vous avez raison, c'est un mythe de Sisyphe parce que là, clairement, on a le sentiment que depuis qu'on en parle, personne ne semble vraiment trouver la solution à cela. Un éternel recommencement. On ne fait que monter et redescendre de la montagne avec la même charge qui, comme vous le savez, ne s'achève jamais. Donc, on y est clairement, mythe de Sisyphe, avec cette question de cette manipulation des timbres fiscaux. Qui sont ceux qui sont derrière ça? On imagine qu'il y a des complicités qui sont très haut placées. Sinon, on ne comprendrait pas que l'on en soit chaque fois à évoquer ce sujet, surtout avec ces timbres liés à l'électronique, celui qu'on appose là. On se disait même qu'avec ça, on était plus sécurisé, mais pourtant c'est là qu'il y a le plus de faux. Ce n'est pas possible. Tout récemment, on nous a brandi, je crois que c'était en 2017, la police avait donc réussi à attraper dans ses filets un groupe d'individus qui étaient spécialisés dans cela. Ça avait été montré à Mondiovision. On avait montré comment c'était une grosse prise. Mais malheureusement, on se rend compte que 2 ans après, nous en sommes au point de départ. Et donc, vous concluez, c'est un mythe de Sisyphe. Alors, bon, Bengan, comment s'accommoder à ce genre de fausseté qui se répète? Mais nous y sommes déjà. On s'est accommodé depuis longtemps. Nous sommes dans un régime qui sécrète et entretient la corruption. Oui. Et qui dit corruption, du vol, dit détournement, dit beaucoup dit fraude. Et ce régime qui est également caractérisé par la répression ne réprime pas les fraudeurs, malheureusement, ou alors réprime les fraudeurs qui ne sont pas dans le réseau. Qui consomme les timbres fiscaux? C'est l'administration publique. Et les timbres fiscaux sont généralement vendus dans les régies financières de l'administration publique. Et comment se fait-il que vous achetez des timbres là-bas qui s'avèrent être faux? C'est incroyable. Ça veut dire que c'est la dite administration, la même administration publique qui met en circulation des faux timbres fiscaux. Parce qu'on ne peut pas. Il y a d'abord ce premier. Le deuxième axe que Charles Lamel a relevé, c'est que on permet qu'on vende les timbres, les rabatteurs vendent des timbres aux alentours des services publics. Pourquoi on le permet? Pourquoi le permet-on? C'est précisément parce qu'on sait qu'il y a des gens haut placés qui veulent mettre en circulation, qui veulent avoir de l'argent. Sinon, la police, la gendarmerie sont là. Dès lors que les services
d'une administration a constaté qu'il y a des faux timbres. On fait de l'alerte, on fait des trucs, et il y a une police scientifique, il y a la police judiciaire, il y a des trucs. Donc, on dégage et on communique. On dit aux usagers, n'achetez plus de timbres, comme ça, achetez les timbres directement. Bon, voilà, c'est ça que c'est parce que quelquefois, vous arrivez à un guichet de ces régies financières, on vous dit qu'il n'y a pas de timbre parce que la dame, elle est sur 3 guichets au même moment, ou alors elle est en train de regarder un film Novelas qu'elle a raté hier, et tout, elle vous dit, c'est la pause, hein, il n'y a plus de timbre. D'accord. Il n'y a plus de timbre. Bon, vous vous débrouillez comme ça. Malheureusement. Donc, c'est un réseau qui est entretenu par la haute administration publique. Sinon, on ne comprendrait pas que ça continue et que personne ne puisse trouver le moyen de stopper, de stopper cela. Dominique Audrey, oui. Je dis toujours ici que dans une maison, lorsque les enfants font des bêtises et que le voisin vient, c'est le parent forcément qui est responsable de ça. Donc c'est l'administration en charge de ce secteur-là qui est responsable de ça. Chaque année, lorsqu'on parle de ces faux timbres-là, dans les communiqués, on nous dit tous les documents qui seront attrapés avec les faux timbres machin seront simplement rejetés sans préjudice contre les détenteurs de ça. Très bien. Pourquoi vous avez un document qui a des faux timbres. Vous devrez ramener les gens là où vous avez acheté ça pour qu'on puisse interpeller ces personnes-là et qu'ils nous disent d'où est-ce que ça sort. Mais malheureusement, ça ne sera pas fait. Parce que c'est le même procédé qu'avec les signatures. Nous tous on l'a fait, on est tous passés par là. Vous arrivez dans ces administrations-là, il y a quelqu'un qui vous dit, donnez-moi l'argent, moi je vais directement dans le bureau et il vous signe. Et le mec va, il vous ramène généralement la signature. Donc forcément, ces personnes-là sont de connivence avec l'administration et puisqu'il y a de l'argent à se faire là, rien ne va se faire. Et au détriment des personnes qui veulent faire des examens, on va passer le temps à rejeter les dossiers des candidats comme ça, malheureusement. Oui, mais encore plus grave aussi, en plus de ça, il y a que l'argent du contribuable camerounais est également mis à mal. Et ça rentre dans les poches de personnes qui ne sont pas censées les avoir, cet argent-là. Donc c'est un manque à gagner pour les recettes de l'État. Alors, Karine. Oui, M. Fopoussi, en 2018, on attendait 14 milliards de francs CFA de retour de ces timbres fiscaux, des ventes de ces timbres fiscaux-là. Oui. Et je peux vous dire que je ne pense pas qu'on ait pu atteindre ce quota-là. Mais ce qui est encore criard, c'est que, au-delà même du fait qu'il y a du faux, il y a aussi le fait que parfois il y a rupture. C'est-à-dire au mois de mai et juin 2018, il n'y avait pas de timbre dans les grandes villes du Cameroun. Oui. Et comment est-ce que les personnes ont fait pour pouvoir vaquer à leurs occupations ou encore constituer leur dossier pour toutes les activités qui en nécessitent? Parce que c'est grave puisque on se lève à chaque fois dans notre pays lorsque le fait est déjà là, lorsqu'on sait qu'il y a déjà du faux. Et pourtant, c'est devant vous chaque jour. Ces gens-là, quand ils partent à la poste, ils ne voient pas ces gens. Lorsque vous allez à la poste ici à Bonanjo, vous voyez les gars, ils sont devant. C'est eux qui vous proposent. Timbre. Quand vous allez à la préfecture, c'est eux qui vous proposent, ils vous interpellent. Vous allez maintenant, on vous renvoie dehors. On vous renvoie dehors, allez acheter dehors et vous entrez. Et comment est-ce que vous êtes sûr que ce que vous achetez dehors là est le bon? Quand vous voulez vous inscrire par exemple à l'université, c'est devant l'université qu'on vous propose les timbres. C'est pas comme si il y a une structure qui vous dit c'est là-bas que vous devez aller acheter. C'est pas régulé, M. Fopoussi. On cite bien les lieux. M. Bacho a cité les lieux où on doit les trouver. Mais ce n'est pas là-bas que les citoyens y vont. Oui. Alors, Chalamel, votre commentaire sur cette affaire des timbres fiscaux, c'est faux timbres fiscaux. Monsieur Eric Fopoussi, il y a quelques jours, le ministre des Finances a fait une sortie pour lancer une alerte. 5 jours. Voilà, pour lancer une alerte contre les timbres, les faux timbres qui sont en circulation, disant que ça met à mal les caisses de l'État. Lorsque vous menez une enquête, vous vous rendez compte qu'il y a 2 services. Et un service formel et un service informel. C'est-à-dire que les services formels, c'est ceux dont là où les timbres suivent vraiment les canaux normaux. Et l'argent rentre dans les caisses de l'État. Voilà. Il y a un autre circuit informel qui est entretenu par ces mêmes personnes, ces mêmes pentes du régime. Vous avez les preuves? Monsieur Eric Fopoussi, j'ai dit c'est ponte, je n'ai pas donné un nom, monsieur Eric Fopoussi, j'ai dit ponte du régime. Je ne pense pas que ponte du régime va avec un nom. On dit c'est au gradé, quand on dit au gradé de la, mais je n'ai pas donné de nom, monsieur Eric Fopoussi. Mais j'ai dit, c'est entretenu, oui, je dis, je précise bien, qu'ils sont entretenus. Parce que les noms, mais vous taisez les noms. Monsieur Eric Fopoussi, lorsque vous allez discuter à Ange Raphaël,
Les gars vous disent que ne bouge pas. Tu vas voir à quelle heure. Vous êtes passé à Ange Raphaël de nuit. Faites un tour à Ange Raphaël de nuit entre minuit et 2 heures. Je vous prends un cas Ange Raphaël, minuit et 2 heures, vous allez voir. Les photocopies sont éteintes, fermées, mais les gars sont là comme s'ils tapaient les commentaires. Ils attendent le ravitaillement, monsieur Eric Fopoussi. Qui vient ravitailler, ce n'est pas n'importe quel. Je dis minuit, 1 heure, 2 heures ou 3 heures maximum. Même dans certaines conditions, quoi. Vous allez voir les gars attendent le ravitaillement de qui? Vous voyez des grosses voitures, les voitures qu'un pauvre ne peut pas s'offrir, monsieur Eric Fopoussi. Un débrouillard ne peut pas s'offrir. Des belles voitures, je ne peux pas vous donner les noms, les marques de ces voitures de peur de faire la publicité. Qui sert, et vous voyez un à un. Ils vont, salut grand, c'est comment tu es là. Quand vous voyez quelqu'un, vous êtes assis, vous voyez quelqu'un qui veut dire salut grand, vous pensez que c'est qui? Quand on fait le geste, vous pensez que c'est qui? D'accord. Donc vous dites que c'est un boss. Après, alors, ça veut dire que quand on ravitaille, après, oui. on fait le recouvrement tout de suite. Je ne sais pas si on fait le recouvrement. Vous voyez de loin, est-ce que je suis inscrit, monsieur Fopoussi, dans l'association? Vous observez, vous faites une observation, et après vous voyez les gars qui vont, ils vont s'asseoir, chacun prend sa route. Vous vous posez donc la question de savoir, les étudiants qui viennent s'inscrire, et c'est grave actuellement à l'université de Douala, c'est très grave, monsieur Fopoussi, parce que beaucoup sont de ces jeunes enfants qui candidats à l'université, les négociants qui veulent entrer à l'université, qui se font avoir avec des faux timbres, ça circule énormément, et ça cause un préjudice. Alors si le ministre veut véritablement frapper du poing sur la table, qu'il organise sérieusement des, comment on appelle ça, des battues, c'est ça, maman, oui. Qu'il organise des battues, secteur par secteur, qu'on commence autour des mairies, des centres d'état civil, au niveau des sous-préfectures, les préfectures, vous allez vous rendre compte qu'en un temps record, on connaîtra le nom, prénom, jusqu'à la date de naissance de ceux qui entretiennent ce type de réseau. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Bachou. On va rester, madame, monsieur, sur Equinox pour cette fin de première partie de l'émission. Restez avec nous, disais-je, parce que dans un court instant, nous allons entamer la deuxième partie de l'émission, tout aussi alléchante. À tout de suite. Jeudi 25 septembre 2019, alors que l'Assemblée générale des Nations Unies bat son plein à New York et que le président camerounais n'a finalement pas fait le déplacement parce que, évidemment, comme pour le cas de la rencontre du Japon, tout était apprêté. Donc, on savait que le président Paul Biya allait se rendre à cette Assemblée générale. Finalement, le voyage a été annulé à la dernière minute. Et donc, le président Paul Biya, d'ailleurs, a reçu hier des ambassadeurs accrédités au Cameroun qui lui ont présenté leur lettre de créance. Les photos ont largement été partagées sur les comptes Twitter et Facebook du président Paul Biya. Donc, on voit très bien que le Cameroun s'est fait représenter, ou le président Paul Biya s'est fait représenter par son ministre des Relations extérieures, le jeune Bella Mbella, qui donc prend part avec, pour le compte du Cameroun à cette Assemblée générale des Nations Unies à New York, où les présidents africains sont plutôt très en forme, hein, puisqu'on parle là-bas de sécurité, et le président du Burkina Faso a évoqué la question du G5 Sahel avec le Mali et toute cette zone du continent qui est en proie, comme vous le savez, à de nombreuses attaques terroristes. Le Cameroun qui aurait pu également là-bas faire entendre sa voix avec la crise anglophone. Malheureusement, le Cameroun ne sera pas représenté à un haut niveau, donc ce sera le ministre à l'occurrence des relations extérieures qui va représenter le Cameroun à cette grande messe des nations du monde entier. Malheureusement. Alors, pour cette deuxième partie de l'émission, on va lire quelques messages avec vous, Karine. À propos des timbres fiscaux, l'État seul dispose des moyens pour démanteler ces ravisseurs de faux timbres. Ça, c'est un Camille William depuis Yaoundé. Alors, Charles Hamel, vous dites que le manque à gagner, c'est en termes de milliards de francs CFA. Le manque à gagner, M. Eric Fopoussi, c'est en termes de milliards. Lorsque vous voyez tout un ministre d'une république comme le ministre des Finances faire une sortie pour lancer la lettre, ça veut dire que les caisses, les chiffres escomptés au premier semestre, sont pas du tout bons. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, ouais. Parce que ça, il y va de la planification. Lorsqu'il crie, c'est pour dire ça ne va pas. Mais les poches sont connues. Les poches sont connues, M. Eric Fopoussi. Je vous ai dit qu'en fin 2005, il y a eu un manque de 13 milliards de francs CFA dans les caisses. 13 milliards. Et oui. Pour les thèmes à 1000 francs là. Monsieur Eric Fopoussi, vous connaissez combien de documents? Vous savez combien de documents on légalise par jour? Vous pouvez imaginer le nombre de légalisations qu'on fait par jour? Mais attendez, ne vous amusez pas, monsieur Eric Fopoussi. Non, vous dites 15 milliards, c'est combien ça veut dire qu'on est à près de 15 millions
de timbres fiscaux. Voilà, monsieur Eric Fopoussi. Alors, entre-temps... Les gars ont réussi à détourner 15 millions de timbres fiscaux. Oui, monsieur Eric Fopoussi, vous avez des zones... Vous savez, aujourd'hui, on regarde les principales villes. On regarde Yaoundé, on regarde Douala, on regarde Bafoussam, on essaie d'évaluer. Mais vous avez des zones comme Mora, vous avez des zones comme Koussiri, Toktoyo, Kenzu. Vous avez des zones que vous pensez être des zones négligées ou négligeables. Mais il y a on légalise les documents par jour au Cameroun, monsieur Eric Fopoussi. Oui. Ça se joue. Oui. Et lorsque vous vous rendez compte que là, il y a un business, posez-vous la question de savoir par où passent tous ces faux cachets, par où passent tous ces faux timbres? Par la douane. Bonbon le dit ici tous les jours que tant qu'on n'a pas sécurisé la douane camerounaise, on ne va vivre que cela. Quels sont ceux qui se retrouvent à faire passer? Moi, j'ai toujours dit qu'il faut interpeller tous les véhicules. Là, vous voyez les bérets rouges, les bérets bleus, les bérets verts. Interpeller ces véhicules-là, vous voyez des colonels assis devant, ou vous voyez des personnes en tenue assis. Interpeller ces véhicules et contrôler véritablement ces véhicules. Vous allez vous rendre compte que c'est à ce niveau que les choses... Dans la malaria, il y a beaucoup de choses. Alors moi, je veux juste te dire quelque chose d'assez intéressant, parce que un État, un pays, ça planifie quand même un minimum de choses en termes, si on parle des timbres fiscaux, dans la manière avec laquelle tout ça est géré. On va dire que l'État émet chaque année un nombre précis de timbres à vendre aux usagers. Ça, c'est le circuit formel. Pour le circuit formel, ça veut dire que l'État attend à ce qu'il y ait écoulement total de ces timbres-là. Il faut qu'on soit d'accord. Alors, si les timbres sont émis et que qu'on se rende compte que peut-être que la moitié des timbres émis n'ont pas été achetés normalement, ça veut dire qu'il y a un gap qui est là. Mais maintenant, si on calcule le nombre de documents, le nombre de timbres qui ont été reçus dans l'administration par rapport pour le document, on va faire on va essayer de confronter les chiffres et se rendre compte que le ratio est totalement déficitaire. Donc forcément, il y a une entreprise parallèle de gens qui fabriquent des timbres. Premier élément, première couche de détournement, mais il y a également il y en a peut-être qui vendent les vrais timbres, mais ne reversent pas l'argent dans les caisses de l'État. Voilà. Aussi. C'est pour ça que je parle de ces différents circuits. C'est le même pour la rupture des certificats médicaux. Où vous avez le circuit formel, ça doit passer par le ministère des Finances et tout, c'est le calcul, et vous avez un autre circuit, donc c'est ça. Donc on peut arrêter ça si on veut, monsieur. D'accord. Donc on sait à peu près où on peut agir. Allez-y, Karine. C'est normal qu'il y ait du faux quand il y a les ruptures à tout moment. Prenez le cas des certificats médicaux. Oui, Chalamel, vous avez sûrement lu dans l'esprit de ce message. Allez-y, Karine, continuez. Je pense que tout ça, c'est à cause de l'administration. Il y a trop de faux dehors. Les soi-disant enquêtes là, c'est juste pour voiler les yeux des populations. Ces policiers ne feront rien. Tout ça n'est pas organisé et c'est même une sorte de mafia. Mais malheureusement, c'est nous qui payons les pots cassés. D'accord. Voilà, en tout cas, c'est clair que on doit s'interroger, on doit remettre l'église au milieu du village, c'est important. Si vous êtes... L'église, c'est une expression. Les lieux sacrés. C'est une expression. Les lieux sacrés. C'est une expression. Les lieux sacrés. Encore que c'est vrai que ces lieux sacrés sont toujours au milieu du village. Alors moi, je veux juste te dire quelque chose d'assez intéressant. C'est que la première mesure forte de lui, Paul Motazé, que de faire des lamentations, la première chose à faire, c'est de faire en sorte d'établir des endroits stricts où on distribue ces timbres fiscaux et interdire totalement les autres circuits de distribution. Première mesure forte. Parce qu'il faut aussi dire que, au-delà de venir pleurer que on a perdu l'argent, il y a que vous avez le pouvoir de faire stopper la saignée, d'arrêter l'hémorragie en agissant à tel ou tel autre endroit. Est-ce que vous savez que chaque autorité administrative a son gars en route? Non, mais c'est donc je dis, il faut commencer par là. Parce que là, lui-même risquera d'engager un combat. Non, je dis pas non, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec votre logique, mais il y aura un combat entre les gens de l'administration parce que chacun a son gars en route. Ce combat. Tout à l'heure, je pense que c'est Karine qui disait que lorsque vous arrivez, ou c'est Dominique, donne-moi le truc, je m'en vais.
Ici, il reçoit avec, tout est signé, acheté. Les autres attendent. Et les autres attendent. Monsieur Eric Foposi, il faudrait qu'on commence à tuer ça d'abord. Cette facilité, cette démarche, ces démarcheurs. Vraiment, c'est là la mort même du Cameroun, les affaires de démarcheurs. Il faut qu'on voie comment on va éclater ça. Ça va tuer beaucoup. Mais vous avez des gens qui n'ont pas de travail. Voilà. Alors, qui nourrissent toute leur famille comme ça. Donc, vous voyez, finalement, c'est un problème. Finalement, c'est global. Il faut globalement à choper cette question et ça nous ramène au point principal et au point unique chaque fois qu'on fait ce débat. Suivez mon regard. Alors, on va tout de suite s'arrêter là et prendre la revue des réseaux sociaux, Karine Sotia. Alors, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, nous aurons 3 sujets aujourd'hui. Le premier concerne déjà la République centrafricaine qui est en conflit depuis décembre 2012 entre les milices Séléka provenant du nord du pays et les groupes anti-Balaka qui a pris une tournure interconfessionnelle et entre chrétiens contre musulmans depuis 7 ans-là. Et ces deux pôles ne sont plus tout aussi unis car plusieurs groupes politico-militaires ont vu le jour dans les deux camps. Aujourd'hui, l'opinion publique de ce pays souhaite faire comme le Cameroun, c'est-à-dire organiser un grand dialogue national. Est-il possible? Voilà. Alors, c'est quand même intéressant de voir comment le Cameroun inspire d'autres pays. C'est vrai que le Cameroun a sa part de crise. La Centrafrique, comme vous l'avez dit, est aujourd'hui terrassée par des groupes armés, de nombreux groupes armés. Hein, c'est terrible. Tout récemment, ils ont signé un accord sous l'égide de l'Union africaine, mais l'accord tarde encore à être appliqué. Le président Faustin Archange Touadéra, actuellement, est embourbé lui aussi dans des micmacs. On se pose des questions par rapport à est-ce qu'il va réussir à mettre ce pays à flot jusqu'à la fin. Il y a par exemple le très puissant Abdelkarim Mekassoua qui est aujourd'hui voué aux gémonies. Il a été destitué, je l'ai dit il y a un instant, l'an dernier. Il était président de l'Assemblée nationale de ce pays-là. Il y a aujourd'hui, comme vous le savez, François Bozizé qui lui souhaite revenir en Centrafrique pour pourquoi pas tenter de briguer la présidence. Il y a Catherine Samba Panza, vous la rappelez, cette Camerounaise-là, qui a géré la transition et dont on imagine un tout petit peu quelles sont aujourd'hui ses entrées à Paris ou à Berlin ou à Washington. Il y a tout ça. Il y a la Russie qui joue également son rôle. Et donc, dans tout cette micmac-là, il y a le peuple centrafricain qui en souffre. Nous sommes assis à Douala, nous sommes très contents, mais là-bas, il y a des souffrances terribles. À Bangui, c'est totalement terrible. Il y a beaucoup de réfugiés centrafricains au Cameroun, il faut le signaler, qui n'ont qu'un seul rêve, de rentrer dans leur pays. Alors, juste pour rappeler que la Centrafrique est un pays qui est très riche, hein, en termes de ressources naturelles, en termes de ressources minières. C'est un pays, c'est un scandale géologique. La Centrafrique est un scandale géologique, mais malheureusement, est terrassée par ces problèmes. Alors bon, Bengan, le Cameroun qui pourrait inspirer la Centrafrique? Oui, puisque nous sommes dans le même bateau. Oui. Nous subissons les mêmes affres de mêmes colonisateurs. Donc, en fait, ceux qui vont parler de Séléka, les guerres entre les nordistes et les sudistes, vous verrez que ça a été la même chose en Côte d'Ivoire. Ça a été la même chose avec le Congo belge. C'est la même chose ici. On vous parle de l'axe nord-sud. C'est des clichés que nous devons gérer. Si nous parvenons à gérer notre héritage colonial, on restera, on reviendra au vrai vivre ensemble. Mais justement, la Centrafrique peut s'inspirer du Cameroun dans le cadre de la terminologie. Mais comment peut-il faire si, comme vous le dites, c'est un pays qui est aujourd'hui en proie aux colonisateurs, aux puissances étrangères. Il sent quand même que les anciens présidents, ils se sont enrichis, les groupes aussi. Est-ce qu'à un moment donné, l'homme ne peut pas dominer le côté animal qui est en lui? Revenir avec sa raison, voilà, pour voir, parce qu'en fait, tous connaissent l'histoire de ce pays-là. Et vous l'avez dit, la Centrafrique, la République centrafricaine connaît ce qu'elle connaît là, pratiquement le non-État, par rapport à ce qui est là dans le sous-sol. La République centrafricaine, vous l'avez dit, c'est un scandale géologique et à aucun moment, l'Organisation des Nations Unies et la France, moi je cite les coupables, Jean Ziegler les appelle les prédateurs. Donc les coupables là, avec un sous-sol riche, ils se sont dit, nous allons prendre les richesses de la Centrafrique. Et ils n'ont pas intérêt à ce qu'ils s'entendent. Ils n'ont pas intérêt à ce que ce pays soit stable.
C'est la même politique qu'ils ont amenée dans la région de l'Est du pays. De notre région de l'Est, vous avez parlé de Yokadouma, Bertoua, tout ce que vous voulez. C'est la même politique qui est entretenue. Mais malheureusement, on vous dira, oui, nous sommes des États souverains, nous ne sommes pas des États souverains. D'accord. Okay. Est-ce que les autorités centrafricaines, plus que vous avez cité, Madame Catherine Samba Panza et surtout Bozizé, ils doivent quand même se dire que maintenant, nous autour d'une table et faisons une constituante pour remettre le pays sur les rails. Surtout aussi parce que... alors, Chalamel, il y a un nom quand même, hein, parce que moi, j'aime beaucoup quand on évoque les noms des personnes. Vous aimez toi les noms? Non, mais moi, j'aime les noms. Il y a un nom, parce qu'il faut rappeler... d'ailleurs, on le présente un peu comme le Maurice Kamto du Cameroun là-bas. Hein, il s'appelle Abdelkarim Mekassoa. Il faut retenir ce nom-là. Abdelkarim Mekassoa. Il est un peu comme le Maurice Kamto de là. Il a été accusé de tous les maux en Centrafrique. Aujourd'hui, il est... Peut-être qu'il est aujourd'hui l'une des personnalités qui, malheureusement, est écartée de tout ce qui se passe. Et pourtant, aussi, là-bas, il faut un dialogue là-bas. Alors, disons quand même concrètement, M. Eric Fopoussi, qu'il fait partie des toutes premières personnes qui se sont levées pour dire, attention, nous sommes en train d'aller dans la dérive. Pourquoi? Il n'y a aucune différence entre la crise anglophone et la crise centrafricaine. Je m'explique. Je m'explique parce que vous avez un nord du pays où des gens sont nés, ont grandi, ont vécu sans voir un seul véhicule passer. Je dis le nord de la Centrafrique. Je le dis, les gens sont en train de nous regarder, ils peuvent aller sur Internet fouiller où des gens sont nés, ont grandi, sans voir un seul véhicule passer parce qu'il n'y a pas de route. C'est extrêmement enclavé, il n'y a pas de développement dans ces zones. Ou pendant tout un temps, vous avez des jeunes, parce que j'ai essayé de parcourir cette actualité, lorsque j'ai aussi eu, n'est-ce pas, cet appel au dialogue de ce côté de la Centrafrique, au vu du grand dialogue national du Cameroun, j'ai essayé de fouiller, et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de musulmans qui, pour aller s'inscrire, dans l'université de Bangui, étaient obligés de changer leur nom musulman en nom chrétien. En nom chrétien, M. Eric Fopoussi. Alors vous vous imaginez que vous vivez comme ça pendant des années, à un moment donné, les gens vont essayer de dire non, vous avez une élite extrêmement corrompue en Centrafrique qui ne passe le temps qu'à dépenser, qu'à consommer, à s'enrichir sur la guerre, vivre, vous parlez de l'économie de la guerre, qui ne vit que de la guerre. Lorsqu'on essaie de trouver une petite accalmie, c'est les mêmes qui vont déclencher des foyers de guerre, des tensions, parce que ça va leur permettre soit de brouiller au niveau des élections en disant comme il y a la tension, comme il y a la guerre, on ne peut pas aller aux élections, il faut reporter les élections. Mais les Centrafricains sont en train de se réveiller et de dire, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, il faudrait que ça s'arrête. Et le fameux mot de l'histoire, M. Rifop aussi, c'est l'assainissement des mœurs, c'est l'assainissement des finances publiques au niveau de la Centrafrique. Pendant longtemps, vous parlez de Abdelkarim Mekassoa, qui s'est levé un matin pour dire il faut que tout s'arrête. On l'a destitué tout simplement parce qu'il avait découvert que les gars payaient les écharpes. Des écharpes des députés à plus de 100 millions de francs CFA, M. Eric Fopoussi, alors que lorsqu'on allait calculer, lorsqu'on entrait dans l'entreprise qui fournissait, ça n'en dépassait même pas les 50 millions de francs CFA. Mais il payait à 100 millions de francs CFA. Voyez jusqu'où les gens se retrouvent à pensionner les finances publiques pour leur propre plaisir. Lorsqu'il dit il faut arrêter, on dit non, toi tu es qui pour arrêter? On s'organise, on prononce sa destitution jusqu'à ce que la Chambre des comptes décide de le réhabiliter, de le blanchir. Et aujourd'hui, le peuple se lève en disant non. Si c'est par lui que l'assainissement va arriver, autant mieux lui donner cette phrase. Vous avez l'or, vous avez l'uranium, vous avez le diamant, vous avez tout. Mais vous ne parvenez pas à avoir un centre de santé. Qu'il y a un homme qui vous dise, aujourd'hui, asseyons-nous, arrêtons ce problème chrétien-musulman. Ce n'est pas ça qui fera la Centrafrique. Comme on a dit, c'est pas anglophone, francophone. C'est un problème du Cameroun. C'est le problème des Camerounais. Allons sur la table. Si c'est par lui qu'on va aller sur la table, je pense qu'il faudrait qu'on lui donne cette chance. Et d'ailleurs, le peuple même le reconnaît. Lorsque vous essayez de suivre l'actualité, le peuple le reconnaît. J'ai bien envie de vous suivre dans cette comparaison à M. Maurice Kamto en disant, si c'est par lui, je crois qu'il faut qu'on lui donne toutes les cartes blanches, voilà, les cartes blanches pour lui permettre lui aussi de tenir. Et je crois que d'ici à là, les choses sont en train de s'ouvrir pour ça. En tout cas, il faut dire que lorsqu'on regarde les forums centrafricains, c'est le nom qui apparaît le plus comme étant... Après les Boganda et Patassé, je crois que c'est le troisième nom. Je crois que c'est lui, il réussira à inscrire son nom dans cette qui apparaît le plus pour être président de ce pays-là. Alors, on va, Dominique Audrey, le Cameroun qui inspire les Centrafricains.
Moi, si la Centrafrique veut être inspirée par le Cameroun, il faudrait qu'il s'inspire juste du fond et pas de la forme. Que surtout, qui n'essaye même pas de donner l'argent de taxi aux gens qu'on va consulter. Je vous en prie, ne le faites pas. Parce que ce que ça va réussir à faire, c'est tout saper. Parce que c'est depuis 2004, je crois, qu'ils sont dans cette crise-là. Je crois que ça a duré assez longtemps. Oui. Donc, s'il vous plaît, prenez juste l'idée du dialogue et faites comme vous pouvez là-bas. Pas d'argent de taxi, je vous en prie. D'accord. Pas d'argent de taxi. Ok. Alors Karine, on va poursuivre. Oui, on va parler du général Kandem El Chenou de la brigade anti-Sardinard qui dément les informations disant qu'il a demandé pardon au président de la République du Cameroun pour avoir participé ou encore organisé la casse des ambassades du Cameroun à l'étranger, notamment en France et autres. Il demande pardon là-bas dans cette note-là. Il dit ceci: je m'excuse d'avoir organisé les casses contre les ambassades de mon pays, puisque nous avons la paix et la réconciliation. Ça ne sert à rien de continuer à mettre à mal notre pays. Une information qui a été clairement démentie, clairement revue à une fausse information par lui-même sur son compte Facebook et encore par le journal, le quotidien Le Jour, qui a sa grande une, a titré et nous dit tout simplement que oui, il dément cette information et nous dit tout simplement qu'il reste accroché à la libération du Cameroun. Alors, d'abord, premier élément, pour avoir essuyé les critiques les plus acerbes sur Facebook, sur ma page Eric Fopoussi officielle, lorsque j'ai publié ça, les gens estiment qu'on ne doit pas en parler, qu'on ne doit pas donner du crédit à ces personnes qui ont cassé les ambassades, que nous sommes des médias traditionnels, nous n'avons pas vocation à parler de ces gens-là, parce qu'évidemment, juste le libellé, l'énoncé de leur brigade-là est un énoncé qui divise, qui crée des clivages. Mais sauf que ce qui se passe quand même est assez important, parce que ça nous permet de d'être courageux et d'avoir en face de notre histoire de Camerounais. Il faut dire que pour ceux qui ont écouté la CRTV Radio, c'était dimanche l'émission Dimanche Midi. Alors Jean Atangana, qui est un aîné, que j'aime beaucoup, qui a été également un enseignant dans le métier, dans sa chronique à Dimanche Midi, lorsqu'il termine sa chronique, il donne une information de dernière minute où il dit que le général Kandem, alias El Chenou, demande pardon au chef de l'État pour le saccage et les casses des ambassades. Et il dit clairement que ce général-là souhaite désormais que le Cameroun puisse se réconcilier et que le chef de l'État accepte son pardon. Alors, dans ce tourbillon-là, la journée de dimanche a été une journée folle, parce que dans les forums pro-régime de Yaoundé, pro-gouvernementaux, dans les forums pro-gouvernementaux, une question a été posée. Pour ou contre la demande de pardon? Acceptez-vous la demande de pardon du général El Chenou? Les gens disaient non, irrecevable. D'autres disaient recevable. C'est bien que ceux qui ont sali l'image du Cameroun puissent revenir dans le droit chemin. Et donc, il y a ce journal Anecdote qui a donc titré, là, on a vu ce qui a été fait, qui a titré le crépuscule des Vandales. Le crépuscule des Vandales, vous comprenez ce que ça veut dire? Le crépuscule dans la fin des Vandales, donc ceux qui ont vandalisé nos ambassades. Sauf que Rebelote, hier mardi, il y a cette vidéo-là du général Kandem alias El Chenou, bien portant, puisque on a dit qu'il était sur un lit de malade, il était mourant, il avait été empoisonné par ses concurrents dans la base et tout ça là. Il dément formellement et catégoriquement tout ce qui a été dit depuis. Mais à sa grande une, général El Chenou l'interview. Donc, c'est quand même, je veux dire, ce qui se passe avec cette affaire de la brigade anti-Sardinage. Je rappelle que Maurice Kamto est aujourd'hui incarcéré avec ses alliés sur les plateaux, MRC Basse, parce qu'on les lit. Donc, avec ces informations-là, on peut rappeler que nous ne pouvons pas prôner le terrorisme ni appuyer les terroristes. Il est tout aussi, ne pas en parler. Ils peuvent quand même, les autorités françaises ne le mettent pas aux arrêts, les autorités camerounaises, le général Kandem,
ce n'est pas la presse camerounaise. Là, et je pense que là, je suis à peu près sûr de cela. Donc, il n'y a pas... non, mais donc, il a été évoqué quand même. Le saccage de cette ambassade-là, du moins les gens qui ont saccagé cette ambassade dépassent l'État français, dépassent et qu'on puisse leur interdire un certain nombre de choses. Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Vous êtes en train de faire la promotion. Moi, je veux juste qu'on s'entende. Est-ce que, souvenez-vous de la narration historique des événements? Quand les ambassades sont saccagées, souvenez-vous de la narration historique des événements. Tout à fait. On nous signale qu'on a affaire à des délinquants, à des gens qui sont liés. On nous donne les listes des gens, on nous signale que, rappelons parce que l'histoire est là et on voit bien ce qui se passe. Alors, on nous dit qu'il est interdit d'évoquer ça à l'antenne. Les médias n'ont pas le droit de parler de la base parce que c'est un terme qui divise. Nous sommes d'accord, on se refuse d'en parler. Mais sauf que quand ces gens-là, prétendument, demandent pardon, je dis bien prétendument, on commence à en parler et on en fait un grand tapage. Je veux dire qu'à un moment donné, quand même, ça ressemble à la crise anglophone. Souvenez-vous au départ. Oui, absolument. Un ministre a interdit qu'on prononce le terme fédéralisme dans les médias. En ce moment-là, quand vous parlez de fédéralisme, vous étiez un média qui pouvait être fermé parce que vous avez osé parler de fédéralisme. Souvenez-vous. Oui. Toujours la narration des faits. Aujourd'hui, quelques mois après, on est même prêt à faire un dialogue avec les groupes armés. Pour dire qu'il y a quand même dans ce pays des choses qui se mettent ensemble et à un moment donné, il faut qu'on s'entende sur les termes que nous avons. À un moment donné, quand même aussi, il faut qu'on ait le courage de faire face à nos démons. Le Cameroun a ses démons et aujourd'hui, on se rend compte que malheureusement, on est obligé de faire avec. Et donc, vous avez demandé mon avis. Si vous voulez que je sois plus clair encore, je dirais c'est l'État du Cameroun qui protège le général El Chenou. Ce n'est pas la presse. Puisque Kamto et ses alliés sont en prison, lui, il n'est pas en prison. Il n'est même pas inquiété. Que ce soit par les autorités françaises ou par le titre. Mais pourquoi c'est donc l'autorité qui est en train de manipuler qui? C'est à ce moment, c'est la question. Moi, mais Bombok, Bombok, oui. À qui profite le crime? Je ne sais pas. Il faudrait d'abord savoir. Faussement annoncer que quelqu'un demande pardon pour un acte. Les autorités, ça profite aux autorités françaises ou aux autorités camerounaises. Alors, oui, Chalamel, allez-y. Vous avez la parole sur ce sujet. Oui, d'abord, ma question, est-ce que Aman Mana, DP du quotidien Le Jour, qui décide de mettre en grande une d'un grand quotidien comme Le Jour, une interview de quelqu'un qui est considéré par le Cameroun comme un terroriste, c'est du courage, c'est du suicide? Comment on appelle ça? Je vous répondrai en disant que bien avant lui, on a eu la fameuse interview de Monseigneur Dormont. On avait eu cette fameuse interview. Donc je pense que c'est des risques qu'il faut prendre. Moi, je vais plutôt ici féliciter le grand stratège. Je le baptise aujourd'hui, permettez-moi, du haut de ma petite statue, le grand stratège. Les gens chef de l'État. On l'appelle... je parle du chef de l'État. Okay. Le chef de l'État. Je le baptise le grand stratège. Pourquoi? Je dis qu'il y a un grand rec aussi. Oui. Pourquoi? Tout simplement parce que pendant longtemps, on a dit il n'y aura pas de dialogue, on ne discute pas avec les rats, on ne discute pas avec ci, on ne discute pas avec cela, on ne discute pas avec les terroristes, on a fait des motions de soutien, on a fait... Étrange coïncidence, on se retrouve à parler du dialogue. Il les a tous lobés. Il a dit, ok, vous êtes en train de ramer, vous allez en Galmendouga. Moi, je rame, je vais à Banganté. Il dit, il y aura dialogue national. Les mêmes qui étaient déjà en cours de route, c'était au niveau du pont sur le Nyon. Ils attendent le dialogue, ils chavirent. Alors, retrouver l'autre mentor. Il commence à envoyer des motions de soutien. Oui, le dialogue, il faut qu'on discute, il faut qu'on parle, il faut qu'on parle. Entre-temps, on a eu les événements de la Suisse, où les gens disent jamais. On a orienté subitement la base vers certaines personnes en disant non, la base, parlez à vos enfants, dites à vos enfants, des motions sont sorties en invectivant, en insultant les gars de la base et tout. Étrange coïncidence, c'est encore une autre équipe officieuse qu'on envoie pour aller négocier avec ces gens de la base, jusqu'à ce qu'on publie encore dans les médias en disant il y a une rencontre avec les gens de la base. On a discuté, la Suisse se propose à faire. Voyez un peu cette dichotomie. Soit on va embrouiller littéralement les Camerounais, soit il y a des gens qui sont contre le dialogue, M. Eric Fopoussi, qui sont contre le dialogue ou qui souhaiteraient boycotter le dialogue ou qui souhaiteraient, comment on va dire M. Eric Fopoussi, prendre d'un revers de la main ceux qui sont, comment on va dire, contre
cette affaire de dialogue. Parce qu'il faut le lire. On ne peut pas dire dimanche qu'il demande pardon. Nous allons dans le sens du pardon. Et qu'il fasse une sortie sur la délation. C'est de la délation pure et simple. C'est fabriqué qu'il sorte et qu'il dise que je n'ai jamais dit, je n'ai fait. À quelle fin, quelle est la fin qu'on recherche à travers cela? C'est nauséeux, monsieur Rifopoussi. Quelle est la fin? Diviser la masse? Parce que lorsqu'on dit il a demandé pardon, on l'annonce dans un journal. C'est écouter, c'est relayer, c'est histoire de créer une division et permettre peut-être à ceux qu'on a envoyés là-bas pour faciliter le dialogue, de pouvoir passer, de diviser la base et de pouvoir s'installer. C'est nauséeux lorsqu'on va aller au dialogue. On ne peut pas aller au dialogue en créant des scissions, en créant des divisions. Je crois que c'est nauséeux. Tout le monde devrait être invité. Aller au dialogue, ce n'est pas chanter les louanges de quelqu'un au dialogue. Aller au dialogue, c'est aller accepter la vision de l'autre, une vision qui ne peut ne pas être la même que la vôtre, mais écoutez au moins l'autre, discuter, se parler et essayer de définir une ligne consensuelle vers laquelle on souhaiterait tous aller. D'accord. Ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est qu'au moins, pour la première fois, il y a une vraie dissociation entre le MRC et la base. Désormais, on parle de la base en termes d'organisation indépendante et autonome. Parce que dans la littérature médiatique qu'on a depuis quelques jours, on voit très bien que tout ce qui est dit maintenant, ça se passe avec ce général Kamdem alias El Chenou comme étant quelqu'un qui lui-même est autonome dans ce qu'il fait. Et donc, clairement, on coupe le cordon ombilical entre Maurice Kamto et Allié et lui. Bon, c'est ce que le MRC a passé le temps à dire. Non, je suis d'accord avec Mbamba, parce que je crois, monsieur Eric Fopoussi, qu'on parle là de l'État du Cameroun. L'État du Cameroun a tous les moyens nécessaires pour pouvoir, s'il veut faire interpeller El Chenou, de le faire, monsieur Eric Fopoussi. Qu'il soit français, on peut engager des procédures sur des deux plans, l'État français, l'État camerounais, si véritablement on veut le mettre aux arrêts et en fait, même si le mettre même en examen. Mais il faudrait qu'on démontre. Je crois qu'à ce niveau, c'est à l'État du Cameroun. Ce n'est pas un X ou un Y de se lever, de se taper un certain nombre de choses, monsieur. Ok, Dominique Audrey. Oui, vous allez peut-être penser que je suis parano ou bien que je tourne trop de films dans ma tête, mais ce que je pense, c'est que c'est fait justement entrer un peu partout divisé. On a vu... Ça se voit, non? Un peu partout. Les gens sont en train de se diviser et forcément, chacun, on va venir en rang dispersé au dialogue. Et ce qu'on va vous donner là-bas, vous allez seulement accepter parce que personne ne parlera d'une même voix. D'accord. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le quotidien Le Jour et le quotidien Le Jour et le journal L'Anecdote et Dimanche Midi ont désormais donné un nom. Ou bien ont désormais un visage, parce que souvenez-vous, lorsque la crise anglophone commence, il est infréquentable, désormais on en parle librement. Ce El Chenou là, Kamdem là, on va dire bravo donc au jour d'avoir réussi évidemment à faire. Beaucoup ne le connaissaient pas. Hein. C'est là maintenant qu'on se rend compte qu'il existe un général El Chenou parce qu'il était simplement sur les réseaux sociaux, il restait là-bas. Il restait là-bas et il ne dérangeait personne. Désormais, il est désormais sur les médias traditionnels, les médias des grands journaux comme Le Jour qui en parlent. Alors, on va terminer, Karine. Le délégué régional des enseignements secondaires pour la région de l'Ouest informe les chefs d'établissement informe les chefs d'établissement de la MIFI que pour donner plus d'éclat au défilé de la 26e édition de la Journée mondiale des enseignants, chaque établissement doit défiler avec le drapeau et la photo du chef de l'État. Le 5 octobre prochain, mesure obligatoire pour tous les établissements. Voilà. Alors, Bombo Bengan. Oui. Comment on appelle ça? Non, comment on appelle ceci? C'est la déification de notre chef de l'État. C'est peu, il n'y a pas autre mot à dire. Oui. Les enseignants, la journée mondiale des enseignants célèbre quoi? Les problèmes des enseignants. Donc en fait, c'est une journée de revendication. De revendication, de problèmes des enseignants, comment je vais dire, d'évaluation du statut de l'enseignant. Et un problème vient de se passer à l'ouest du pays. Un militaire est venu tabasser un enseignant dans l'enceinte de l'établissement devant ses collègues et ses élèves. Et le délégué régional se permet de vous dire... Bon, c'est normal, il tient à son poste. Ça veut dire que ça, on est tout. Donc, en fait, comme dans le cercle, fragilise également. Puisque l'exécutif, le gouvernement et le temps s'expriment en prenant le chef de l'État, ça veut dire que l'État, c'est le cerveau de la nation. Donc, l'État risque... Absolument. Alors, Charles Hamel, je veux dire qu'à un moment donné, quand même, je pense que
beaucoup accusent le président Biya, mais pour le coup, je dois quand même dire, moi je trouve que les gens exagèrent un peu. Hein. Il n'y est pour rien, le président. Vraiment, je pense qu'il est pour rien. Vous arrivez dans des bureaux privés au Cameroun. Vous voyez des photos du président derrière les bureaux des gens. C'est pas un service administratif, hein, des bureaux, il y a dans des entreprises privées. Mais ils font ça. Pourquoi ils font ça? Je ne sais pas, ils se disent qu'en faisant ça, peut-être que les impôts vont être plus indulgents. Ils ont toujours des choses qu'ils recherchent. Ils se filment avec la photo du président. Je dis, à un moment donné, ce n'est pas lui qui demande ça. À un moment donné, Chalamel, quand même, non? Est-ce que vous savez, M. Rifopoussi, que lorsque les agents des impôts arrivent pour vous contrôler, la première chose qu'ils cherchent, c'est d'abord la photo du chef de l'État? Non, mais... Sérieusement? Je vous le dis, c'est la première chose qu'ils cherchent. Lorsqu'ils trouvent la photo du chef de l'État, on commence à vous saluer en disant camarade. Je ne vous dis pas ce que j'ai entendu, je vous dis ce que j'ai vécu. Que camarade, c'est comment vous commencez à causer en disant que vous savez que tout l'argent là, on cotise. Lorsqu'il y a ceci, on cotise vraiment, on va voir. Vous voyez ce que vous pouvez me faire. Je vous dis, j'ai assisté, c'est quelqu'un qui a voulu que j'assiste à cela. La photo du président aide, M. Eric Fopoussi. Ça aide. Même les enseignants. Ça aide à ce qu'on ne vous taxe pas. Savez-vous qu'à une certaine période, après les années 91, 90, 91, 92, et que laissez la photo du chef de l'État là où elle est. C'est une institution. Vous savez ce qui s'est passé avec les cas de l'ambassade où les gens ont enlevé la photo du chef de l'État. Ça fait tout un débat. Non, vraiment, laissez. Mais disons tout simplement que c'est un manque de respect. Non, on ne laisse pas. Disons que c'est un manque. Chalamel, on ne laisse pas. Le président n'a pas demandé aux gens. Il n'a non plus dit qu'on n'utilise pas. Il n'a non plus dit qu'on n'utilise pas, M. Rifopoussi. Rappelez-vous de cette affaire de sous le haut patronage du chef de l'État, sous l'extrême patronage. Ça avait été demandé exprès de ne plus associer l'image du chef de l'État à certains points. Je pense que c'est à lui encore, c'est à lui encore de dire qu'il ne faut plus associer l'image du chef de l'État. Ça, non, parce que une institution. Il le sait. Rappelez-vous, nous étions encore au 20 mai lorsque le gouverneur du Sud-Ouest avait exigé à tous les chefs de défiler. Rappelez-vous le défilé et le tenir. Les gars ont dit, nous les chefs, on ne peut pas défiler. Mais on est dans la provocation, M. Rifopoussi. Après le dialogue, parce que le dialogue va s'arrêter le 4, on sera en train de réfléchir, de sortir du dialogue, qu'on commence à imposer aux enseignants, il faudrait devant un drapeau national, derrière absolument la photo du chef de l'État. Les enseignants ont certainement des choses à dire. C'est leur seule journée où ils peuvent revendiquer. C'est leur seule journée où ils peuvent poser un ensemble de points. Ok, merci Charles, merci Karine pour cette revue des réseaux sociaux. Alors, Consi Lamine est avec nous sur le plateau B ce matin. 50 jours de double réduction au magasin Mille et un tapis. En face, Palais d'Ika à Akwa avec le concept Salaka. Alors, Consi, bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous ces clients du concept Salaka. Vous l'aviez demandé, vous l'aviez réclamé, le concept Salaka étant votre concept parce que vous êtes des partenaires du concept Salaka. J'ai donc décidé avec toute l'équipe du concept Salaka de vous accorder cette Salaka pour le faire, oui, parce que quand on décide de faire une double réduction, ça veut dire qu'on peut permettre à tous les clients de faire des achats. Mais alors, je tiens à attirer l'attention de tous les téléspectateurs. N'attendez pas la fin des 50 jours parce que les stocks, ils sont très très limités. Mais déjà qu'il faut rappeler qu'on n'a plus les laptops Core de Dio, le stock est fini. On n'a plus les ordinateurs de 40 000, le stock est fini. Donc, ceux qui nous écoutent en ce moment, c'est l'occasion plus que jamais de commencer déjà à passer vos commandes du côté du magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz. Nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin par des magnifiques tapis de prière. Oui, des tapis de prière, vous les avez à 1000 francs. Des tapis de prière de qualité supérieure en face le Palais d'Ika, du côté du, bien sûr, d'Aqua. À côté, bien sûr, des tapis de prière, on a toujours des robots mixeurs. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de les avoir lors de la dernière promotion, vous les avez encore et encore à 11 000 francs au magasin 1001 tapis. La qualité reste la même, le prix reste le même, double réduction, 11 000 francs. Je rappelle que le stock, il est très très limité. À côté, bien sûr, de ce magnifique robot mixeur, vous avez vos rallonges qui reviennent à 4 000 francs. Des magnifiques rallonges longues, solides, d'origine. Vous les avez à 4 000 francs du côté du magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika.
régulateurs de tension numérique. Chacun devrait sécuriser ses appareils. Vous les avez donc à partir de 14 500 francs. C'est des régulateurs de tension numérique neufs dans le carton avec garantie. Vous les avez à partir de 14 500 au magasin 1001 tapis. Pendant que les autres passent le temps à augmenter les prix au concept Salaka, nous maintenons la double réduction pendant 50 jours. À côté, bien sûr, on a donc l'ordinateur complet. Oui, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a plus des ordinateurs de 40 000. Nous sommes passés de 80 gigas à 160 gigas de lecteur complet, corps d'audio, avec 160 gigas de disque dur, écran plat 17 pouces. Vous l'avez à 45 000 avec garantie. Bien entendu, un filtre qui vous permet de tamiser vos fruits, vous l'avez à 17 000 francs. Il est costaud, il est stylé, il est nyanga, il est dans le carton, il est neuf. Vous l'avez à 17 000 francs. Il écrase très bien. Des fers à vapeur pour repasser la tenue des élèves, pour repasser le pantalon de monsieur. Les chemises, vous les avez à 7 500 francs. Un fer à vapeur neuf dans le carton. Vous le retrouverez cela nulle part ailleurs. Rien comme à 5 000 francs. Un Core i5 avec 250 Go de disque dur, 4 Go de RAM, lecteur et graveur DVD Wi-Fi, laptop HP ProBook 6570B. Vous l'avez à 125 000 francs avec garantie au magasin 1001 tapis en face, le Palais Dika. À côté bien sûr de ce laptop Core i5, on parle bien sûr d'une imprimante neuve, d'une imprimante 3 en 1. Elle imprime Elskiro. Les établissements pour la maison, chacun devrait l'avoir. N'imprimer plus les documents n'importe où parce qu'un document est privé. Vous l'avez à 33 000. Une imprimante neuve dans le carton au magasin 1001 tapis dans le cadre de cette double réduction. Des imprimantes également nous permettent d'accueillir un magnifique woofer. Il est stylé. Il a un son laser, un son numérique. Il a la télécommande. Il prend la clé USB, la carte mémoire. Il vous permet neuf dans le carton à 15 000 qui se vendent comme les bouts de à ce magnifique fer à vapeur. Vous l'avez donc à 12 000 francs au magasin 1001 tapis. Des laptops Core i5 le Palais Dika. La qualité et rien que la qualité, c'est avec le concept Salaka. Commandez là et bénéficiez de plusieurs. Pour le développement et le progrès de notre pays. Oui, lors du dialogue, qu'on libère tous les leaders politiques là, on s'assoit pour voir ceux qui ont les meilleures idées. Pour le développement et le progrès de notre pays, moi je suggère qu'on peut d'abord résoudre toutes les crises et libérer les hommes pour voir ceux qui ont les meilleures idées pour le pays, pour construire le pays. Alors bon, Bengan, on va dire quoi? On sait que la libération des prisonniers qui régente, j'allais dire tout, mais dans une situation d'impasse multiforme, il faudrait bien commencer par quelque part. Et là, je pense que dans la hiérarchisation des problèmes, il faut commencer par le problème politique. Le problème politique, c'est d'abord la détente. Il faut créer un mouvement politique, la libération de certains. D'accord, très bien. Je pense que c'est ça. Mais lui a déjà été condamné à la prison d'un mort. On va basculer, aller chercher Red Cooper, madame. Avec ma nouvelle poêle Red Car de résidus collés. Elle est légère et extra mettez au four. Red Copper en gras et presque sans huile. Puis les œufs sans bol à mélange. Au dessert, grillez du poisson ou vous aurez toujours elle. Est-ce que la nourriture... La poêle Red Cooper, cette poêle qui est la même chose. Je rappelle que c'est sport de voir à la télévision, c'est ça ici. C'est là, du côté bien sûr du magasin 1001. Vous êtes dans la ville de Douala, vous êtes hors de la ville de Douala. Il faut de faire confiance au concept Salaka. On a un représentant du côté de Maison, un article au concept 13 000 francs. C'est une à côté bien sûr de la poêle Red Cooper. On parle également des gants de cuisine. C'est l'occasion d'attirer l'attention de tous ceux-là qui font dans la braise, d'attirer l'attention de tous ceux qui font dans la pâtisserie, de tous ceux-là qui aiment cuisiner. Bien entendu, je vous conseille les gants de cuisine. Chacun devrait les avoir à la maison. Vous les avez normalement à 5 000, mais dans le cadre de la double réduction, vous les avez à 4 000 francs au magasin 1001 tapis en face le Palais Dika. Et l'ensemble de la poêle et de la paire de gants,
vous l'avez à 16 000 francs au lieu de 16 500 francs. Donc, chers téléspectateurs, profitez de cette double réduction, une fois de plus, pour acheter la qualité au concept Salaka. Les numéros de téléphone, vous les avez. Passez vos commandes dès à présent. Commandez les articles. Venez à Milan Tapis. Venez acheter la qualité et bénéficier des meilleurs prix. Et je rappelle qu'à Salaka, on ne dépend pas, mais on remplace. Et le client est un véritable partenaire du concept Salaka. Nous sommes ouverts de lundi à samedi, de 9h à 18h, en face le Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Merci Constilamine, merci Madame, Monsieur. On va prendre quelques messages avant de sortir de ce programme. Rappelons qu'évidemment que ça parle beaucoup sur la crise anglophone sur nos différentes plateformes des réseaux sociaux. Beaucoup estiment qu'on peut faire comme au Nigeria. Vous savez, là-bas chez eux, ils ont fait une pratique non écrite, une norme non écrite qui veut que on alterne entre le nord et le sud à la présidence de la République. Beaucoup proposent qu'on fasse de même au Cameroun, qu'on alterne un mandat pour un président francophone, un président anglophone. Il faudrait qu'on soit à ce dialogue. Moi, je veux dire non, monsieur le Voilà. Karine, quelques messages. Je vous en prie. Si les enseignants étaient solidaires comme les hommes en tenue, ils auraient dû phagocyter cet homme en tenue. Maroko Mangala depuis Marois. D'accord. Vous écrit ce matin. Celui qui met sa signature ne détecte pas. Je vous le dis, c'est un moyen pour écarter les sans-voix. Comment se fait-il que quand tu veux acheter le timbre, on vous fait savoir que c'est fini. Pour le même objet, quelqu'un vient, vous lui vend. Merci. On va s'arrêter là pour ce matin, Madame, Monsieur. Passez une belle journée sur Equinox Télévision. On se retrouve demain 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.